Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Tout de suite, les titres. Le ramadan entamé dans la division au moment où la Commission nationale d'observation du croissant lunaire a décidé de scruter le ciel ce lundi. La coordination des musulmans, elle, a entamé le jeûne aujourd'hui, une démarche qui contrarie le président de l'association pour la promotion de l'astronomie. Vous entendrez Maram Kairé dans ce journal. Si vous êtes amateur d'œufs, faites attention. À Ouakam, une importante quantité d'œufs est en circulation, mais le temps qu'une enquête soit ouverte, une partie du stock a disparu. Les habitants sur place alertent les autorités et les consommateurs. Les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques inscrits en master ne veulent pas d'une sélection par élimination. Ils sont descendus dans la rue pour protester contre la mesure prise par l'autorité universitaire. Ils viennent d'ailleurs de décréter une grève illimitée et en appel à l'arbitrage du chef de l'État. Et puis à Matam, à compter de ce lundi et pendant une semaine, il n'y aura plus cours dans les établissements du moyen et du secondaire. Un mot d'ordre décrété par les élèves pour soutenir leurs professeurs convoqués à la police. Enfin, l'invité du 20h est M. Adibou Soumaré, président de la commission de l'UEMOA. Il est interrogé par Mamoudou Ibrakan. Une interview que vous pourrez suivre après la fin de cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, le ramadan entamé dans la division au moment où la Commission nationale d'observation du croissant lunaire a décidé de scruter le ciel ce lundi. Eh bien, la coordination des musulmans du Sénégal a démarré le jeûne aujourd'hui. Une démarche qui contrarie le président de l'association pour l'astronomie, pour la promotion de l'astronomie plutôt. Selon Maram Kairé, il était impossible d'observer la lune hier dimanche. Je vous propose de l'écouter pour ses explications. Il est au micro de Chérif Dia. Hier, donc dimanche, le pourcentage qui était éclairé de la surface lunaire était de 0,8%. Ça fait même pas 1%. C'est-à-dire si vous divisez la lune en 100 parts, il n'y a même pas un part qui était éclairé. La deuxième chose, c'était par rapport à la proximité avec le soleil. La lune était trop proche du soleil et elle s'est couchée 20 minutes à peu près après le coucher du soleil. C'est ce qui a fait qu'on a donné dans le communiqué donc le dimanche comme étant une journée impossible pour observer le croissant et qu'il faudrait attendre peut-être le lundi. Au moment du coucher du soleil, la lune sera dans le ciel jusqu'à 21h08. C'est largement suffisant avec 4% d'éclairage pour que les gens puissent l'observer. Nous, notre travail s'arrête à donner des informations scientifiques. Après, c'est aux autorités religieuses de prendre leurs décisions. Si je ne me trompe pas, il y a une partie qui a démarré le dimanche, qui a démarré ce lundi. Cette partie a suivi les déclarations d'autres pays. Mais ici au Sénégal, ceux qui l'ont cherché le dimanche ne l'ont pas vu. Nous, on donne une information comme quoi la lune sera dans le ciel ce lundi, au coucher du soleil. Et que si c'est suffisant pour l'autre partie, elle pourra démarrer le mardi, effectivement. Parlons consommation à présent. Si vous êtes amateur d'œufs, eh bien faites attention. À Ouakam, une importante quantité d'œufs pourris a été trouvée à la cité Batrin. Mais le temps qu'une enquête soit ouverte, une partie du stock s'est évaporé dans la nature. Les habitants sur place craignent que le stock en question ait intégré le circuit commercial. Ils appellent à la vigilance des consommateurs. Iboukan Diafaraba. À Ouakam, l'inquiétude est de mise chez les populations, particulièrement à la cité Batrin. Pour cause, une importante quantité d'œufs impropres à la consommation déposée par X dans le quartier. Mais quand j'ai reçu l'information, après j'ai décroché une benne tasseuse pour venir prendre les ordures, les œufs. Mais avant que le véhicule ne vienne pour prendre les œufs, on a constaté que certains œufs quand même ont disparu. Il y avait une quantité beaucoup plus importante par rapport à la quantité qu'on a trouvée sur place, quoi. Notre inquiétude, c'est est-ce que les œufs là ne seront pas mis en circulation, quoi. Du moment où la quantité a diminué, ça sous-entend que que la population va consommer. Ce produit impropre à la consommation, déposé sur place depuis dimanche, a considérablement diminué ce lundi. Un état de fait qui plonge les populations riveraines dans l'inquiétude et la réticence. Un danger. Parce qu'en fait, les œufs étaient juste là, stockés, et une grande quantité aujourd'hui est dans nos boutiques peut-être, ou peut-être quelqu'un d'autre les a prises pour les vendre individuellement pour en tirer des bénéfices. Ce que je peux dire aujourd'hui à la population wakamoise, c'est de faire extrêmement attention à la nourriture que nous consommons. Ça a commencé depuis samedi. C'est ma femme qui a attiré mon attention.
Et quand on se levait le matin pour déposer les enfants à l'école, on s'est rendu compte que presque la moitié a disparu. Presque la moitié a disparu. Donc est-ce que ce n'est pas pour d'autres fins encore? Et c'est impropre à la consommation. Et là, c'est un danger public. À noter que ces derniers jours, la saisie de denrées impropres à la consommation est devenue monnaie courante au Sénégal. En ce début de Ramadan, les consommateurs sont appelés à redoubler de vigilance. À présent, cette colère des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques inscrits en master, ils ne veulent pas d'une sélection par élimination. Ils sont descendus dans la rue pour protester contre cette mesure prise par l'autorité universitaire. Ils se disent déterminés à poursuivre le combat jusqu'à obtenir gain de cause. Et ils viennent d'ailleurs de décréter une grève illimitée. Ils appellent à l'arbitrage du chef de l'État. Mamadou Fall et Ababakar Kamara les ont rencontrés. Reportage. Affrontement entre étudiants et forces de l'ordre à l'UCAD, en grève depuis des semaines. Les étudiants de la faculté de droit ont décidé de passer à la vitesse supérieure, courroucés par l'omerta des autorités sur leurs revendications. Ils ont investi l'avenue Cheikh Anta Diop afin de se faire entendre. Depuis 1 mois, 10 jours, la faculté de droit est en grève concernant la sélection des étudiants en master. Nous avons essayé de saisir les autorités compétentes pour régler la question, mais en vain. Aujourd'hui, comme nous en avons assez de décréter devant les étudiants et de convoquer des assemblées générales, nous avons décidé aujourd'hui de décréter une grève illimitée et de descendre sur le terrain pour nous faire entendre. Nous avons dit que comme au Sénégal, si on fait un peu de la violence, vos problèmes seront réglés. Nous avons jugé utile de descendre sur le terrain juste pour nous faire entendre, mais pas pour casser ou bien faire quelque chose comme ça. La pomme de discorde, la sélection par élimination en master. Le principe de la sélection, nous ne sommes pas contre. Mais ce sur laquelle nous ne pouvons pas être d'accord, c'est la sélection-élimination. Mais nous sommes d'accord sur le principe de la sélection-réorientation. C'est-à-dire un étudiant qui n'a pas rempli les critères pour accéder au master recherche soit réorienté en master pro. Toutefois, il lance un appel au chef de l'État pour régler définitivement cette question. Nous leur lançons un appel solennel pour qu'ils viennent régler ce problème une bonne fois pour toutes. Parce que nous ne voulons même pas de solution provisoire. Parce que si on trouve une solution provisoire, le problème sera réglé. Cette année, l'année prochaine, le même problème va se reposer. Nous voulons une solution définitive. Très motivés à obtenir gain de cause, les étudiants comptent aller jusqu'au bout de leur bataille. Ils ont décrété ainsi une grève illimitée. Et direction Matam à présent, à compter de ce lundi et pendant une semaine, il n'y aura plus cours dans les établissements du moyen et du secondaire de Matam. Un mot d'ordre décrété par les élèves pour protester contre la convocation de leurs professeurs. Ces derniers devaient se présenter ce lundi devant les enquêteurs de la police de Matam. Le mobile de la convocation est lié aux réquisitions tantôt annoncées par les autorités du ministère de l'Éducation pour s'assurer du bon déroulement du reste de l'année scolaire. Ali Bandanian nous en dit plus. Il n'y a plus de cours dans tout le système du moyen et secondaire de la ville de Matam. Les élèves, en guise de soutien aux professeurs réquisitionnés, ont décrété un mot d'ordre de grève d'une semaine. En effet, ce lundi matin, certains de leurs professeurs devraient déférer aux convocations au commissariat de police urbaine de Matam. En tout cas, ici, ce sont les enseignants de la région de Matam, membres de ce grand cadre et du QSEMS, aujourd'hui, qui doivent répondre à la convocation de la police. Force est de constater, vers 11h, à 11h, nous devons répondre à la police et les élèves ont dit nos enseignants n'iront pas à la police sans eux. Et l'acte qu'ils vont poser, c'est à saluer avec beaucoup de dignité. L'autre point, c'est que les gens doivent comprendre aujourd'hui. Le Sénégal appartient à tout le monde. Ce que les gens défendent ici, c'est le respect strict du corps des enseignants. Et nous avons compris l'engagement aujourd'hui, aussi bien des élèves que des enseignants, mais nous allons convaincre les autres couches à comprendre véritablement les problèmes de l'école sénégalaise. Voilà pour l'instant, pour ne pas aller trop loin, en attendant d'écouter, je ne sais quand, les forces de l'ordre qui nous ont convoqués. Nous continuerons de respecter les mots d'ordre du grand cadre et du QSEPS. Il s'agit de retenir les notes, de boycotter toute forme de dialogue avec l'administration et d'aller encore beaucoup plus loin par rapport aux examens de fin d'année. Le grand cadre et le QSEPS s'engagent dans une dynamique unique, c'est d'aller
vers le boycott systématique des examens de fin d'année. En attendant la suite à donner à toutes ces convocations, le système éducatif, lui, en prend un sacré coup. D'ici lundi prochain, les élèves de l'ensemble des collèges et du lycée resteront encore à la maison. De leur côté, les professeurs, eux, tiendront leur assemblée générale le mercredi prochain. Retour à Dakar pour parler à présent du sit-in des commerçants du centre commercial de Thiaroye. Ils contestent la mise en place de magasins sur un espace dédié au parking. Au banc des accusés, la mairie de Thiaroye qui se défend et qui affirme que l'espace en question appartient à la municipalité. Nos correspondants en banlieue ont assisté aux manifestations des commerçants. C'était ce matin sous le regard de Salif Sow et Asmalik Diop. Reportage. Ils s'étaient donné rendez-vous sur le site. Les commerçants établis au centre commercial de Thiaroye s'érigent contre un projet de la mairie. Vous voyez derrière moi les constructions anarchiques. On avait prévu cet espace pour des parkings. On l'avait prévu pour des parkings lorsqu'on construisait ici. Et maintenant, la mairie a voulu construire ça. Nous, on a fait venir les commerçants. Les commerçants sont dans le centre commercial. Et ces commerçants-là, si les clients n'ont pas là où garer leur voiture, mais est-ce qu'il y aura des clients? Nous, on a fait tout pour gagner ce bijou-là pour le département de Pikine. On a fait tout pour gagner ce bijou-là pour Thiaroye. Donc on ne laissera pas ce bijou saboté par une collectivité. À la place d'un parking, c'est plutôt des constructions en dur qui sortent de terre. Aux yeux des contestataires, c'est un détournement d'objectifs. Ce site, c'est prévu pour des parkings. Il y a les magasins qui sont dans le marché, dans le centre commercial. Il y a 4000 places qui sont là. Même un tiers n'est pas encore pris. Pourquoi construire d'autres cantines, d'autres magasins? Pourquoi? Nous voulons que ça cesse. On a écrit, on est parti voir le préfet, le sous-préfet. On a écrit, même nous, on a réclamé ça au gouverneur, on a déposé. Ce ne sont pas des cantines, mais plutôt un hangar qui est en train d'être construit dans un espace appartenant à la municipalité. La précision est du président de la commission Halles et Marché de la mairie de Thiaroye. Plus de transparence dans la gestion du foncier dans la capitale du rail, à Thiès. C'est ce que réclame le Forum civil. L'organisation a d'ailleurs demandé l'arrêt des lotissements par la commune, le temps que les contentieux justement liés à ces litiges fonciers soient tirés au clair. Une correspondance signée Charanta Diop et Seyla Tire. Le Forum civil de Thiès, les organisations communautaires de base et les habitants de Thiès se mobilisent pour dire halte au lotissement. Ils attirent l'attention des autorités sur la situation foncière de la ville de Thiès et les nombreux litiges et conflits qui en découlent. Nous avions pu alerter en son temps pour dire d'abord halte, qu'on puisse bloquer tous les processus de lotissement pour que tout soit clair, pour qu'il y ait des commissions ouvertes, parce que aussi bien les générations actuelles que les générations futures doivent en bénéficier. Mais aujourd'hui, ce qui pose problème à Thiès, c'est que le périmètre communal, l'assiette foncière est épuisée et Thiès est ceinturé par Fandène, Kermousse et Morala. Et à ce niveau, il n'y a pas aujourd'hui un cadre institutionnel pour pouvoir juguler ce problème. Mise en place d'un cadre institutionnel, le Forum civil insiste sur cela pour dire que c'est la seule alternative pour une bonne gouvernance foncière. Nous avions demandé qu'il y ait les codés. Commission domaniale élargie et les CAP, commission d'attribution des parcelles élargie à la société civile et à la presse. Et que toutes les listes soient publiées, comme on parle de transparence. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. La cité du rail est assise sur une poudrière, le foncier, une problématique prégnante qui risque à tout moment de dégénérer, selon certains observateurs. Aux Parcelles Assainies, le calme après la tempête. Au niveau de la municipalité, on joue la carte de l'apaisement. Selon le directeur de cabinet du maire, la page des querelles est définitivement tournée. D'ailleurs, face à l'exigence de certains conseillers municipaux d'installer une délégation spéciale, le responsable interpellé sur la question affirme qu'il n'y a vraiment pas péril en la demeure. Il appelle à la sérénité des élus. Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Lundi matin, tout le monde au boulot. Le travail reprend à la mairie des Parcelles Assainies après la tension notée ce week-end. Les alliés du maire regrettent et s'indignent de l'idée d'installer une délégation spéciale. La délégation spéciale, elle repose sur vraiment des conditions. Il y a des conditions qui font que l'État donc vient marquer sa position régalienne pour dire que les choses ne vont pas dans une commune et de ce fait, voyant telle condition qui ne sont pas remplies,
il y a une délégation spéciale. Et nous sommes vraiment très loin de cette situation-là. Aux Parcelles Assainies, contrairement à ce que ces oiseaux de mauvais augure veulent faire croire, ben tout va bien. Entre autres problèmes à l'origine des altercations, la lenteur notée dans la construction de ce stade, les populations expriment leurs priorités. L'achèvement des travaux du stade municipal reste une préoccupation pour nous. L'autre défi de la mairie, c'est aussi régler la question de l'insécurité qui sévit ici au marché. La municipalité, quant à elle, rassure. Il est vrai que le stade municipal connaît quelques lenteurs dans sa réalisation, mais il faut dire que cela n'est pas du fait ni du conseil municipal des Parcelles Assainies, ni du maire Moussassi. La mairie des Parcelles Assainies poursuit donc ses activités ce mardi. Après les travaux de la commission finances, une autre plénière sera ouverte le vendredi 10 juin. Recrudescence des cas de viol dans la banlieue dakaroise, un constat fait par l'association des juristes sénégalaises, l'AJS plutôt dit a enregistré pas moins de 10 cas de viol par semaine au niveau de ses bureaux. Ami Sarro, représentante de l'AJS en banlieue, pense qu'un durcissement de la peine liée au viol s'impose pour enrayer ce fléau. Je vous propose de l'écouter au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. En fait, il y a un constat qui s'est fait parce qu'il y a de cela 3 mois, nous avions remarqué que les cas de viol avaient baissé. Mais depuis le mois de mai, on a constaté une recrudescence de ces viols qui se passent déjà avec une violence rare. Et aussi, c'est des cas de viol suivis de grossesse et surtout sur des malades mentaux. Pour le mois de mai, je peux dire que pour une semaine, on peut avoir 10 cas de viol. Alors que au niveau de la banlieue, on ne peut pas nier que la justice est en train de faire un travail remarquable en appliquant des sanctions. Mais il reste beaucoup à faire. Il faut une application effective des peines. Par exemple, pour les viols sur mineurs, la peine maximale fixée par le code pénal, c'est 10 ans. Mais il est très rare de voir un viol sur mineur dont l'auteur est condamné à 10 ans ferme. Et actuellement, nous sommes en train de faire une session de sensibilisation à travers le théâtre que les enfants eux-mêmes déroulent pour leur père. C'est les enfants des écoles primaires, mais surtout, c'est des enfants de toutes les régions du Sénégal. Aujourd'hui, on est à Pékin, mais nous avons programmé de faire ces sessions à Kolda, à Ziguinchor, Fatick, dans toutes les régions du Sénégal et on compte atteindre le maximum d'enfants possible. Dans la région de Ziguinchor, la mouche des fruits cause d'énormes dégâts sur la production des mangues. L'espèce est une réelle entrave au développement de la filière. Et si rien n'est fait pour minorer l'altération des fruits, eh bien, ce sont des centaines d'hommes et de femmes qui s'activent dans le secteur qui en vont en subir les contre-coups et peut-être même perdre leur emploi. C'est déjà le cas au niveau du GIE Banabana Batolo Diola qui admet rencontrer d'énormes difficultés. Correspondance signée Boubacar Diassi. La filière mangue se porte tant bien que mal dans la région de Ziguinchor. Accompagnée par la Chambre de commerce et l'Agence régionale de développement, plusieurs organisations s'y activent. C'est notamment le cas du GIE Banabana Batolo Diola qui compte 450 membres. En général, nous achetons par carton. On les achète en gros. Et nous les revendons aussi en gros. Comme c'est des produits périssables, des fois, la demande est trop forte. C'est pour cela d'ailleurs nous demandons au président de la République, à son Premier ministre, s'il pouvait nous aider comme le dragage est déjà fait, qu'on nous apporte un gros cargo. Parce qu'à chaque fois, nous avons 3 bateaux, mais à chaque fois, les cartons restent. Pour le bateau Aline Sitoé, des fois, nous avons 9 chariots. Malgré le nombre important de ses membres, ce GIE travaille avec les moyens du bord. Nous avons des problèmes. Quand on a rencontré le ministre du Commerce, il nous avait promis de nous aider pour avoir des tricycles au nom du GIE qui pourraient nous aider. Parce que des fois, on a des problèmes pour sortir la mangue. Tu cueilles tes mangues en brousse, tu ne peux pas les sortir. Et c'est dû à quoi? Le manque de tricycles. Parce qu'en général, il y a d'autres banabana qui ont plus de moyens, ils achètent leur propre tricycle. Donc avant d'aller chercher les mangues de tout, ils vont chercher d'abord leurs mangues. La filière mangue est plombée aussi par les dégâts causés par la mouche des fruits. La mouche reste présente dans beaucoup de vergers et dans beaucoup de zones. Sous les manguiers, vous avez beaucoup de mangues qui pourrissent. C'est dû à la piqûre de la mangue. Et ça a fait des dégâts au départ qui sont estimés à plus de 60%.
Il y a même des producteurs qui se sont allés jusqu'à couper leur verger carrément pour mettre d'autres spéculations là-dessus. Mais l'espoir est permis. Avec les progrès techniques qui ont été développés, il y a encore de l'amélioration. Parce qu'il y a cette lutte mécanique, il y a la lutte biologique. On a, dans notre option depuis quelques années, c'est de combiner l'ensemble de ces luttes-là pour pouvoir juguler vraiment ce mal-là qui est réel. Ces techniques de lutte font l'objet de partages assez réguliers entre les acteurs, notamment à l'occasion d'ateliers organisés à cet effet. Et puis, ouverture, il y a de cela 3 jours, d'un forum qui a réuni hommes d'affaires d'ici, mais aussi de la diaspora. L'objectif est de baliser la voie aux ressortissants de la 15e région pour les encourager à investir au Sénégal, une démarche qui s'inscrit dans le plan Sénégal émergent à travers le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC. L'initiative a été appréciée par le chef du gouvernement qui a d'ailleurs présidé le forum. Nafissatou Silla et Diafar Abba pour le compte-rendu. Un an après la mise en œuvre du programme d'urgence de développement communautaire, experts et hommes d'affaires nationaux de la diaspora entendent mettre la main à la pâte et pour la bonne marche du plan Sénégal émergent. Un tel dessein nécessite en permanence la synergie de tous nos efforts et requiert la participation de tous les fils et de toutes les filles de la nation, y compris ceux établis à l'étranger, et qui, grâce à leurs compétences et moyens capitalisés, seront d'un apport inestimable. La diaspora sénégalaise et le secteur privé ont ainsi toute leur place dans la mise en œuvre de tous ces programmes, de toutes ces opportunités pour notre pays. Réussir le PSE et le PUDC à côté d'autres programmes tout aussi ambitieux, c'est garantir une meilleure qualité de vie aux Sénégalais. C'est dans cette perspective de satisfaire la demande sociale croissante que la diaspora s'implique. Pour son représentant, c'est une grande fierté. Aujourd'hui, le pays ou bien le gouvernement du Sénégal se dit que voilà, vous êtes très important. Vous pouvez aussi participer dans le développement de votre pays. Donc je crois qu'aujourd'hui, on doit s'en féliciter et aussi se dire aujourd'hui que c'est une responsabilité qu'ils nous ont confiée. Et que l'on ne s'attend pas tout simplement à assister à une réunion ou à un forum et d'essayer au moins de participer. Et je dirais que ce forum, c'est un encouragement de plus sur ce que j'avais déjà commencé. Le programme d'urgence de développement communautaire participe ainsi à l'accomplissement de l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Avec l'apport de la diaspora, des résultats plus imposants sont attendus. Le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, relativise l'absence de Yaya Jammeh au sommet de la CEDEAO. Le chef de la diplomatie sénégalaise déclare que l'érection d'un pont entre le Sénégal et la Gambie est une nécessité. Il annonce d'ailleurs que la somme de 50 milliards a déjà été dégagée pour la construction de ce pont et qu'une réunion entre les deux États est également prévue. Je vous propose de l'écouter avec Ali Attala. Les absents dans les sommets internationaux. Toujours des absents. Quand il y a des sommets aux Nations Unies, ce ne sont pas tous les chefs d'État qui viennent. Pour la CEDEAO également, ce ne sont pas toujours des chefs d'État qui viennent. Les chefs d'État peuvent avoir des contraintes de politique intérieure qui font qu'ils se font représenter. La philosophie de la diplomatie sénégalaise, c'est une philosophie qui repose sur des principes très clairs. Diplomatie de paix, diplomatie de bon voisinage. Faire en sorte que nos relations avec les pays voisins soient les meilleures possibles. Entre la Gambie et le Sénégal, il ne peut y avoir que la paix. Nous travaillons ensemble avec la Gambie pour construire ce pont qui est extrêmement important. Le pont a déjà reçu les financements de la BAD, 50 milliards. Nous avons déjà posé la première pierre il y a plus d'1 an. Nous aurons une réunion technique au mois de juillet à Banjul pour réfléchir sur les aspects techniques liés à la construction de ce pont. Parce que selon les Gambiens, il y a quelques problèmes. Allez, nous parlons à présent de la présidence, l'UEMOA. Vous le savez, Hadjibou Soumaré reste à son poste jusqu'à la prochaine session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO jusqu'à la fin de l'année. Mais selon des confrères interrogés par la rédaction, le Sénégal devrait se maintenir définitivement à ce poste. Madiambal Diagne, PDG d'Avenir Communication, ou encore Alassane Samba Diop, directeur de la RFM, ont réagi au micro de nos reporters et ils ne voient aucun incident de nature à fragiliser les relations diplomatiques entre le Sénégal et le Niger. Alassane Ba.
Une bonne chose si le Sénégal continue d'occuper le poste de président de la commission de l'UEMOA. De l'avis de Alassane Samba Diop, on l'attendait ce week-end, une passation de service entre le Sénégal et le Niger. Finalement, Hadjibou Soumaré est maintenu à son poste. Lors de la réunion, le Niger, qui devait lâcher le poste de vice-gouverneur de la BCEAO, est revenu sur sa position. Rien n'empêche au Sénégal de refuser de céder le poste de président de la commission de l'UEMOA. Donc c'est ce qui a permis un peu cette situation-là et que donc Hadjibou Soumaré reste encore président intérimaire de la commission de l'UEMOA en attendant qu'il y ait une étude qui pourra rééquilibrer. Une rotation était prévue entre les deux pays depuis le protocole de 2011 signé par l'ancien chef d'État Abdoulaye Wade. À l'état actuel des choses, les relations ne risquent-elles pas d'être heurtées entre les deux États? Je pense que le Niger peut-être a fait une faute diplomatique en refusant de céder le poste de vice-gouverneur et ça a permis au Sénégal de s'engouffrer dans la brèche et de dire qu'il ne quitte pas le poste de président de la commission de l'UEMOA. C'est tout à fait normal que le Sénégal défende ses intérêts. Malheureusement, c'est une situation assez, disons, compliquée du point de vue diplomatique, mais qui, à la faveur un peu de ces nouvelles exigences du Niger, peut trouver une solution définitive parce que le Sénégal, à mon avis, ne semble plus être dans les dispositions de lâcher le poste de la présidence de la commission de l'UEMOA. Chaque pays gère ses intérêts et pour nos deux analystes, l'État du Sénégal devrait envisager de se maintenir à ce poste. C'est aussi une bataille d'intérêts, mais aussi une question de fermeté, aussi d'autorité. La Côte d'Ivoire ne négocie absolument pas le poste de gouverneur de la Banque centrale. Pourquoi le Sénégal devrait-il accepter ce que les autres refusent de faire? On a dit que le Sénégal est aujourd'hui la deuxième économie de l'UEMOA derrière la Côte d'Ivoire et que le Sénégal cotise plus que le Niger au sein des instances de l'UEMOA. Je pense que c'est logique que le Sénégal garde le poste de président de l'UEMOA. Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, propose un appel à candidature et l'élection du président de la commission pour un mandat de 6 ans. Le directeur de la RFM trouve pertinente cette idée, mais estime que l'appel à candidature devrait même être envisagé pour certains postes de responsabilité ici au Sénégal. Une information qui vient de nous parvenir, la Lune serait apparue à Matam. Pour en savoir plus, nous câblons tout de suite notre correspondant sur place, Ali Bandel. Ali Bandel, bonsoir. Bonsoir Sarah. Alors, des précisions sur l'apparition du croissant lunaire à Matam? Exactement, nous l'avons sous les yeux encore. Le croissant lunaire donc est apparu depuis aux environs de 19h. Et 30 minutes, pratiquement toute la population de Matam donc a vu ce croissant lunaire. Et la preuve, vous entendez en fond sonore les muezzins qui appellent les fidèles à la mosquée pour le traditionnel nafila de la nuit. Ici donc, Sarah, on peut donc retenir que la communauté musulmane de Matam va entamer à partir de ce mardi le début donc du mois béni du Ramadan. Jusqu'au moment où nous sommes en train de se dérouler donc cette liaison, nous avons encore ce croissant lunaire sous nos yeux, bien que la dimension a un peu changé parce que depuis presque un peu près d'une heure, nous étions là donc à contempler, à regarder l'apparition du croissant lunaire. Sarah. Merci beaucoup Ali Bandel et bon Ramadan. Et comme Ramadan rime avec date, au marché Gueule-Tapée, des parcelles assainies, les vendeurs affirment avoir pris toutes leurs dispositions pour satisfaire la demande. Les prix varient entre 1000 et 1200 francs le kilo. Aïssatou Paye et Tierno Ramandi ont fait un tour au marché. Reportage. Les dattes ont la cote en cette période de Ramadan. Il y en a pour tous les goûts. Le fruit savoureux est présent sur tous les étals des commerçants. Ces dattes chèques, nous les vendons tout au long de l'année. Même en période de Ramadan, le stock ne s'épuise jamais. Nous achetons beaucoup de sacs, nous les pesons avant. Je ne vous dirai pas ce que je gagne. Le sac pèse quelquefois 100 kg ou 95. Ces dattes, comme je vous l'ai dit, se vendent tout le temps dans le marché, au contraire des dattes fraîches que l'on ne vend qu'en période de Ramadan. La plupart du temps. Il existe plusieurs variétés et Issa choisit de vendre les dattes fraîches. Les dattes fraîches sont importées et elles proviennent du Maroc, du Mali, de la Tunisie. Le prix de la caisse varie entre 7 000 et 7 500 francs ou 8 000 francs. Pour le moment, les gens achètent à la pesée. Ceux qui achètent les dattes en carton, il n'y en a pas beaucoup pour le moment. D'ici quelques jours peut-être. Le prix varie de 1000 à 1200 francs. Les vendeurs attendent toujours l'arrivée des clients.
Ces dattes, je les achète à la gare de Dakar. Je ne sais pas de quel pays elles viennent. C'est un Malien qui me les a vendues. Ça varie de 1200. Les dattes fraîches en carton se vendent à 1000 francs. Ils viennent donc, ils achètent, mais ce n'est pas encore le grand rush. Les clients préfèrent les dattes fraîches, mais les marchands ambulants préfèrent les séchées. Fraîches ou séchées, les dattes sont une bonne source de fibres alimentaires. À noter que les dattes sèches contiennent plus de sucre que les fraîches. Attention donc à la surconsommation. L'actualité internationale à présent, elle se décline en 3 titres essentiels. D'abord, l'arrestation en Ukraine d'un Français de 25 ans soupçonné de préparer des attentats en France, le Mali et l'Algérie qui s'allient pour lutter contre le terrorisme au niveau de leurs frontières. Enfin, la tension qui reprend de plus belle au Kenya. Les rues de Kisumu ont été envahies par des partisans de l'opposition. Le récit est signé Daniel Diouf. Une nouvelle journée de tension ce lundi au Kenya. Les partisans de la coalition pour les réformes et la démocratie de l'ex-premier ministre Raila Odinga ont investi les rues de Kisumu dans l'ouest du Kenya. Ils protestaient contre la composition de la commission électorale. Selon la Croix-Rouge kenyane et des témoins, un manifestant aurait été tué et 6 autres blessés par balle. La télévision nationale annonce également la mort d'un manifestant. L'opposition parle plutôt de 2 morts. La police n'a toujours pas réagi à ces accusations. Le Mali et l'Algérie, 2 pays qui partagent une longue frontière, s'allient pour lutter contre le terrorisme. Le Mali l'a encore réaffirmé lors de la récente session du 12e comité frontalier algéro-malien qui s'est récemment achevé à Bamako. Les 2 pays veulent renforcer la coopération pour instaurer la stabilité et relancer le développement économique. Ils sont aussi tombés d'accord sur la nécessité de lutter contre la pauvreté et le sous-développement dans les régions frontalières communes, véritable terreau pour les terroristes. La partie algérienne a suggéré la création de petites et moyennes entreprises en matière d'artisanat et le lancement de programmes d'échanges culturels et sportifs entre les populations des régions frontalières des 2 pays pour combattre le mal à la racine. L'Ukraine arrête un Français soupçonné de préparer des attentats en France durant l'Euro 2016. D'après les services secrets ukrainiens, le suspect ciblait des lieux de culte juifs et musulmans avant et pendant l'Euro. Selon les services secrets ukrainiens, l'individu préparait 15 attentats en France. Le jeune homme de 25 ans a été arrêté en Ukraine à la frontière avec la Pologne. Il était en possession de 125 kg de TNT et d'un arsenal de guerre. Une enquête a été ouverte en France pour déterminer ses intentions. Le Français voulait se procurer des armes et des explosifs en Ukraine et il avait pris contact avec des groupes armés illégaux dans le pays. Une grande quantité de TNT, plusieurs lance-roquettes et des fusils d'assaut de type Kalachnikov ont notamment été retrouvés dans son véhicule lors de son interpellation par les gardes-frontières ukrainiens. Et puis ces images hilarantes qui nous arrivent du Mexique, on voit dans la rue des enseignants, 6 au total, qui se font couper les cheveux face à la foule. C'est dans l'état du Chiapas, dans le sud du Mexique. Il s'agit d'un groupe de paysans qui inflige une humiliation à des enseignants. L'organisation paysanne leur reproche de ne pas être assez impliquée dans le mouvement de grève touchant actuellement le secteur éducatif au Mexique. Sur ces images, des enseignants à même le sol, avec des pancartes autour du cou, sur lesquelles on peut notamment lire, je cite, « Ils nous ont tondus car nous sommes des traîtres ». Fin de citation. Ils ont été interpellés alors qu'ils se rendaient au secrétariat de l'éducation publique pour y déposer la liste des professeurs non grévistes pour qu'ils reçoivent leur salaire. Et puis hors de chez nous, toujours cette information de dernière minute, sachez que le Burkina Faso a demandé à la Côte d'Ivoire de poursuivre Guillaume Soro pour son implication présumée dans le putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Voilà pour les informations. Tout de suite, nous passons au sport. Que nous ouvrons avec le Duc qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. Les Duchesses sont dû s'employer pour venir à bout d'une vaillante équipe bopoise, score 70-63. L'objectif pour le coach de Bop est de réussir à maintenir 6 joueuses dans le club pour la prochaine saison. Chertidiane Diao et Younous Diatta pour le reportage.
Une qualification certes poussive, mais l'essentiel est là. Les Duchesses sont en finale de la Coupe de la Ligue. C'était une demi-finale. Le coach adverse nous a posé pas mal de problèmes, pas mal de situations. C'est-à-dire, lui, sa philosophie, c'est quoi? C'est alterner les défenses zone presse, match-up, ainsi de suite. Malheureusement, on a eu un peu de relâchement, des pertes de balles, mais Dieu a fait que les filles ont remonté le bretelle. On a eu à résoudre ces genres de problèmes. Les Beaupoises, qui ont offert une belle opposition, ont péché par manque d'expérience. On joue quand même contre une équipe qui est entre deux chevaux, l'équipe nationale du Sénégal, l'équipe nationale du Mali. Donc forcément, l'expérience est d'un côté. Bon, la vivacité, on l'a cherché tout le match, on l'a obtenu par moment. Dans d'autres moments, on ne l'a pas eu. Mais maintenant, on travaille pour demain. L'entraîneur de l'équipe, lui, ne souhaite qu'une seule chose. Nos jeunes joueurs vont rester dans le club et que le travail qui est instauré pour faire de Bob ce qu'il était il y a quelques années vont rester pour au moins 3 ans. Et puis une fois n'est pas coutume, nous parlons triathlon, la deuxième journée du championnat national de la discipline dotée de la Coupe du président du CNOS, Mamadou Diagne a vécu. Elle a été remportée chez les hommes par Mamadou Ndoye Diop, chez les dames par Anta Ndiaye de l'US Ouakam. Le CNP se félicite de l'organisation avec une cinquantaine de triathlètes qui ont pu participer à cette compétition. Pape Faraning et Younous Diatta nous en disent plus. Après 1h11 45 secondes, Mamadou Ndiaye Diop de RSI Yoff a été le plus fort à la natation, au cyclisme et à la course à pied. Comme lors de la première édition, le sociétaire de Yoff a encore dominé le triathlon. C'est une belle chose parce que ça nous permet de connaître notre performance pour arriver au niveau international. Pour les épreuves individuelles dames, Anta Ndiaye de l'US Ouakam a encore récidivé en 1h28 15 secondes. La compétition était difficile, surtout la natation et le course à pied, mais je me suis bien préparé, je me suis bien sorti parce que je m'entraîne avec les hommes de notre équipe. Je le suis du début à la fin, j'ai le même parcours et je pense aussi qu'être devant sans poser des questions, c'est plutôt assurant que la chance me sourit à nouveau. Une cinquantaine de triathlètes ont pris part à la compétition, une réussite pour les organisateurs. Il s'est bien passé. Bon, il n'y a pas de surprise au plan sportif, c'est toujours les mêmes. Je pense que nous avons intérêt à travailler pour avoir d'autres champions parce que c'est toujours Ndoye Diop, Anta Ndiaye. Vous avez vu qu'on essaie chaque fois de parfaire l'organisation. Donc, parce que nous cherchons à être professionnels. Donc voilà, je pense que pour la première organisation de Dakar, ça s'est bien passé. Nous remercions les autorités administratives. Cette deuxième édition, dotée de la Coupe du président du CNOS, Mamadou Ndiaye, a vu aussi les éléments français du Sénégal, EFS, remporter le relais hommes et dames. Et voilà qui met un terme à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Bon Ramadan à toute la communauté musulmane qui nous suit ici au Sénégal et partout ailleurs dans le monde. Et tout de suite, je passe le témoin avec grand plaisir à Chérif pour la suite des programmes. À demain. À demain, Sarah. Bonsoir. Tu es d'attaque donc pour le Ramadan? Enfin, d'attaque, c'est trop dire. Disons que quand il faut y aller, quoi. Absolument, mais bon, sois pas triste quand même. Bon courage. Bon courage à vous aussi, chers téléspectateurs, et bon Ramadan à toute la communauté musulmane. Restez avec nous, c'est pas fini. L'invité du 20h dans un instant avec Moumouni Marakan et on reçoit le président de la commission.